Bonjour, on se retrouve en direct de ce plateau de la foire de Brignoles pour cette huitième journée de la foire, deuxième week-end. On va parler viticulture avec vous, Sébastien Truc, du domaine de Cambaret à Garéoux, chez les Néblas. J'ai appris ça ce matin. Il paraît on appelle les habitants de Garéoux Absolument. les Néblas. Pourquoi on les appelle comme ça, les habitants de Garéoux? Parce que Garéoul, finalement, ouais, les journées comme ça d'automne ensoleillées le matin, il y a souvent du brouillard en fait. Et pour le coup, c'est pour ça que nos chers voisins nous appellent les Néblas. Donc voilà, les gens qui vivent dans le brouillard, quoi. Les gens qui vivent dans le brouillard, et le brouillard apporte évidemment un peu de fraîcheur, ce qui n'est jamais mauvais pour un viticulteur. Présentez-nous un peu le domaine de Cambaret. Donc vous êtes basé à Garéoux. C'est un domaine familial. Absolument. Donc l'aventure a commencé. Donc mes parents ont commencé dans les années 80. Donc mes parents ont absolument tout créé. Ils sont partis de rien. Ils ont commencé donc à cultiver les vignes et à amener le raisin à la coopérative. Donc ça, c'est une particularité. Et ensuite, ils se sont installés en cave particulière dans les années 90, au tout début des années 90, juste avant que le décret d'appellation Côte-Auvarois en Provence soit signé, donc en 93. Voilà, je suis arrivé sur l'exploitation moi en 2003 après des études de d'œno. Et puis j'ai repris le flambeau officiellement en 2015. Donc depuis 2015, je suis le gérant de l'exploitation. Voilà, donc l'exploitation effectivement se situe donc entre Garéoux-les-Brignoles exactement. Nous produisons essentiellement des Côte-Auvarois en Provence. Donc ça, c'est vraiment une particularité parce que tout notre vignoble est classé en Côte-Auvarois. Aujourd'hui, on cultive environ une trentaine d'hectares de vignes. Donc tous cépages, avec tous les cépages méridionaux que vous pouvez trouver traditionnellement dans la région, donc Syrah, Grenache, Cinsault, Mourvèdre pour les cépages rouges, Rolle bien entendu, Clairette, Sémillon pour les cépages blancs. Voilà, et donc ces vignes-là, enfin ces raisins donc issus de ces vignes-là nous permettent de faire plusieurs gammes de vins. Donc nous produisons donc du blanc, du rosé bien sûr, parce qu'en Provence c'est quand même quelque chose de très important, et pas mal de rouge aussi. On résiste pas mal à la tentation de faire que du rosé, donc on fait aussi pas mal de rouge. On a un terroir assez remarquable de ce côté-là, et voilà, donc les gens qui connaissent l'exploitation, voilà. Pour revenir un peu sur l'historique du domaine, vous dites que vos parents sont partis de zéro, c'est-à-dire que c'est eux qui ont planté, ou alors est-ce qu'ils ont récupéré des Pas vignes tout à existantes? fait. Alors mes parents, quand je dis qu'ils sont partis de zéro, bon, ça c'est pas une exploitation qui nous vient de famille. Donc mes parents avaient un rêve. Voilà, mon père avait un rêve, c'était de cultiver sa vigne et de faire son vin. Donc il a eu une opportunité. Donc en 1980, après ses études, c'était d'acheter le domaine de Cambaret. Donc il a vraiment fait partie. Enfin, il a vraiment connu toute l'aventure des vins de Provence, puisque dans les années 80, on était quand même de table dans le secteur. Ensuite, VDQS, c'est les ancêtres des IGP, pour les gens qui connaissent un petit peu la hiérarchie des vins. Et ensuite, depuis 93, en AOP Côte-Auvarois, et ensuite Côte-Auvarois en Provence. Donc il a vraiment tout connu. Donc des vignes existaient. Bon, il a fallu beaucoup réencépager, puisqu'il y avait de vieux cépages qui n'étaient pas vraiment raccord avec les objectifs qualitatifs qui s'étaient fixés. Donc voilà, le temps d'arracher, de replanter, de repalisser pour pouvoir mécaniser un petit peu plus le vignoble. Voilà, donc ça a été une très longue première histoire. Donc voilà, jusqu'en 2015, où le jour où je me suis installé sur l'exploitation, on a pu réinvestir dans une cave donc plutôt moderne, quoi. Donc on a refait un bâtiment avec de la cuverie toute neuve. Donc voilà, aujourd'hui on s'est donné les moyens de sublimer un petit peu le travail de la vigne qu'on fait toute l'année, et voilà, pour arriver avec des vins de qualité, voilà, finalement. Et vous êtes né dedans, vous avez Absolument, appris à ouais. grandir, à marcher Ah au oui, milieu tout des à pieds fait. de Moi, vigne. j'ai fait que ça toute ma vie, hein. Pour le coup, j'ai grandi sur l'exploitation. J'ai appris sur l'exploitation. J'ai tout fait sur l'exploitation. Voilà, donc pour moi, c'était une évidence effectivement Les de petits reprendre boulots de derrière. vacances. Ah ouais, là on se posait pas la question de savoir ce qu'on allait faire l'été, là pour le coup, hein, même pendant les vacances, c'était très clair. Mais bon, je le faisais très volontiers parce que finalement pour moi c'était quelque chose que j'avais en moi et qui, voilà, aucun problème.
Et vous et votre famille, c'est vrai que voilà, vous le rappeliez, vous avez finalement accompagné toute cette évolution de montée en gamme, de montée en Tout à fait. qualité des vins du Var. On passe Tout du à vin de fait. table, Absolument. une qualité assez moyenne, Tout à fait. avec une ambition voilà, de Absolument. viser un peu plus haut. C'est-à-dire que beaucoup de remises en question aussi, hein, puisque finalement, voilà, j'aimerais aujourd'hui profiter pour tirer mon chapeau à voilà, cette génération de vignerons qui ont commencé de très bas, entre guillemets, qui sont arrivés aujourd'hui à faire connaître les vins de Provence un peu partout dans le monde. Donc voilà, il y a eu beaucoup de travail au départ qui a été fait au niveau du rencépagement, voilà, au niveau de la sélection des cépages, et puis ensuite comment vinifier. Donc il y a beaucoup de recherches qui a été faite ces dernières années au niveau des process. Donc après beaucoup d'investissements, puisque bon, vous le savez peut-être, faire du rosé, c'est un des vins les plus difficiles à produire. Voilà, par rapport déjà au mode de récolte, par rapport à toutes ces étapes préfermentaires qui sont très compliqué à gérer, à la maîtriser. Et ensuite, voilà, tout ce qui est vinification en elle-même, élevage. Donc voilà, tout ça a été fait ces 20 dernières années. Ça a été une épopée fantastique, quoi. Et voilà, et aujourd'hui, on commence clairement à prendre une vitesse de croisière et être reconnu pour ça, quoi. Donc le domaine de Cambaret, entre Garéo et Brignoles, une trentaine d'hectares, vous disiez. Alors, en préparant cette intervention, vous n'êtes pas exactement en bio. Vous avez une démarche un tout petit peu différente. Expliquez-nous un peu. Qui commence à être reconnue, hein, puisque nous, on est en culture raisonnée depuis pas mal d'années. Donc, on avait commencé avec une charte privée qui s'appelait Terravitis. On est resté 20-25 ans adhérents. Et ensuite, voilà, depuis 3 ans maintenant, on a eu la possibilité de se faire labelliser haute valeur environnementale. Donc, pour le consommateur, c'est un label qui est un petit peu plus reconnu. Donc voilà, au niveau du cahier des charges, il n'y a pas vraiment de différence, mais voilà. Donc l'idée, clairement, même si ça a toujours été une priorité, effectivement, de respecter l'environnement le plus possible et de limiter les intrants. Tout à fait, ça a toujours été une priorité pour nous. Mais là, pour le coup, clairement, aujourd'hui, en adhérant à cette charte, on arrive en utilisant le logo, déjà à le communiquer et ensuite, comme ça, à intéresser des gens. Et puis voilà, donc c'est quelque chose à laquelle on est très attaché. Et voilà, donc bio, effectivement, où là, vous avez, je dirais, nous aujourd'hui, pour le coup, la question ne se pose pas vraiment. On a trouvé notre équilibre avec ce label et avec ce cahier des charges. Donc pour le moment, ça continue comme ça. Et peut-être un tout petit peu plus de travail de pédagogie, parce que bio, c'est rentré dans le langage commun. Culture raisonnée, même si c'est sensiblement la même chose, voilà, il faut peut-être un peu plus expliquer aux gens quand sur un caveau. Oui, tout à fait. Alors pour le coup, la seule différence qu'il peut avoir vraiment, la grande différence qu'il y a, c'est par rapport à l'usage qu'on fait éventuellement de produits de synthèse. Alors ça, c'est vraiment important. Le bio, voilà, se limite au niveau du cuivre et du soufre pour traiter contre les maladies fongiques de la vigne. Voilà, nous, on a d'autres possibilités, un petit peu plus techniques. Mais voilà, on limite quand même énormément les passages, donc qui nous permet finalement de limiter le nombre de passages, puisque en utilisant finalement des produits plus efficaces, on arrive à limiter, à passer qu'une fois plutôt que deux. Donc voilà, au final, quand on met tout sur la table et qu'on essaye de faire un peu le bilan sans tabou d'éventuellement, pourquoi pas, l'impact carbone qu'on pourrait... Finalement, les exploitations classées haute valeur environnementale s'en sortent plutôt bien. Donc c'est quelque chose qu'il faut encore potasser, c'est quelque chose qu'il faut encore travailler, mais voilà, je pense que de ce côté-là, la recette est bonne et qu'il faudra continuer à travailler dans ce sens. Voilà, et ce label vous laisse un tout petit peu plus de marge de manœuvre par rapport au bio. Voilà, c'est ça. Donc c'est-à-dire que les années un peu compliquées où la pression dans les vignes est plus forte et plus marquée, voilà, on a plus de possibilités techniques pour se sortir d'un mauvais pas. Voilà, chose que forcément les bio n'ont pas vraiment la possibilité. Ensuite, au niveau, la différence se fait aussi au niveau du travail du sol, puisque finalement le bio, la seule solution pour entretenir le vignoble, c'est le labour. Nous, on a la possibilité encore d'utiliser des produits de désherbant. Alors ça, je sais que c'est un sujet sensible un petit peu aujourd'hui par les temps qui courent, mais bon, voilà, nous, on en parle absolument sans tabou. En limitant effectivement ce qu'on fait, on arrive à de très bons résultats, et en limitant notre impact sur l'environnement, ça c'est clair. Donc, vous le disiez, domination du rosé, comme Provence, très souvent dans l'appellation Coteaux-Varois en Provence. Mais pour autant, vous ne négligez pas le rouge. Justement, présentez-nous un peu ce rouge. Qu'est-ce qu'il a de particulier. C'est vrai que les vins de Provence aujourd'hui sont connus pour le rosé, bien entendu. Alors, c'est ce qui a fait que, voilà, depuis 20 ans,
Voilà, les appellations de Provence se portent bien, se portent de mieux en mieux, ce qui a permis aussi beaucoup aux exploitations finalement d'investir ou de réinvestir. Ça, voilà, parce que finalement au départ c'est toujours la même histoire, il faut des moyens pour avancer un peu plus loin. Donc une fois qu'on a maîtrisé notre sujet avec le rosé, ce rosé nous a permis effectivement de pouvoir retravailler un petit peu d'autres vins, notamment les blancs déjà pour commencer, donc avec un cépage qui est assez remarquable qui s'appelle le Roll, qu'on cultive de plus en plus dans nos contrées, qui nous permet effectivement de préserver certains équilibres très importants entre l'acidité, le sucre, voilà, et au niveau de l'aromatique. C'est vraiment un cépage qui fait aussi toute la différence sur la qualité des vins blancs. Et puis au niveau des rouges, effectivement, où finalement on s'est rendu compte qu'on avait de très très beaux terroirs à rouge. Donc en cultivant par exemple des syrahs ou des grenaches à des faibles rendements et un petit peu de cabernet, puisque c'est un cépage aussi autorisé en Côte-d'Ivoire, voilà, on arrivait à des résultats assez remarquables. Donc c'est un peu l'idée de ces vins-là. Donc on a plusieurs gammes. Donc en blanc, on fait le Roll, bien entendu. En rosé, on a 3 gammes de vins différents. La base de ces vins-là, c'est plutôt le cinsault et le grenache et un peu de syrah. Et ensuite, sur les rouges, c'est plutôt Syrah, qui est un cépage très teinturier pour le coup, qui fait des vins très colorés, qui nous aide bien sur les rouges, du grenache et du cabernet, voilà, qui a un peu la base de cet assemblage-là. Donc nous, pour vous donner un ordre d'idée, quand vous avez des caves qui produisent entre 90 et 95% de rosé, nous, on se limite à environ une soixantaine de pourcents. On produit encore une trentaine % de rouge quand même, et une dizaine de pourcents de blanc. Voilà, donc c'est un peu atypique pour le coup, mais on y tient et nos clients nous tiennent aussi, donc c'est pour ça qu'on continue dans ce sens-là. Alors j'ai commencé cet entretien par un clin d'œil à Garéo et au brouillard éternel, mais au-delà de la particularité climatique, on va dire, ce brouillard et cette fraîcheur qu'on peut trouver dans la matinée et l'amplitude thermique, c'est aussi un des atouts de votre vin. Tout à fait. Alors finalement, c'est vrai que le brouillard, c'est un moment dans l'année, mais on se rend compte qu'on a vraiment une particularité au niveau du terroir, parce qu'à ce moment-là, on parle de terroir. Garéoul a une altitude assez élevée, donc on a par rapport à une zone beaucoup plus littorale, on a des nuits l'été qui sont beaucoup plus fraîches, donc finalement la vigne ne réagit pas du tout de la même manière aux gros épisodes de chaud qu'on aurait pu connaître, qu'on a connu encore cet été. Finalement, la vigne se repose un petit peu plus la nuit. Alors vraiment la particularité, c'est qu'on a des vendanges un petit peu plus tardives, du coup, avec des maturités plus tardives. Finalement, ça influence quand même sur la qualité des vins. Donc autant il y a quelques années en arrière, ça pouvait être un petit problème parce qu'en vendangeant tard, on avait souvent pendant les vendanges des conditions un petit peu plus humides, des états sanitaires des raisins qui n'étaient pas forcément au rendez-vous jusqu'au bout. Là maintenant, clairement, ça devient un atout puisque on peut éventuellement prendre un bel orage début septembre qui nous arrange quand même beaucoup. Et au final, quand on parle d'équilibre encore de vin, ça nous permet d'avoir de belles acidités encore avec des maturités. En fait, ça nous permet surtout d'avoir des maturités optimales. Voilà, et ça se ressent sur la qualité des vins. Et voilà, c'est ce qui vraiment fait la différence aujourd'hui dans les Côtes-d'Ivoire et à Garéoul sur le plateau de l'Issole de manière générale, quoi. D'accord, avec une production peut-être un peu plus fine, peut-être moins chargée en alcool. Tout à fait, ça nous permet en tout cas d'avoir la possibilité de choisir ce qu'on veut. Donc donc quand on fait des rosés et des blancs, effectivement, on évite d'avoir des maturités trop importantes, avec des degrés trop importants. Quand on fait des rouges, on recherche plusieurs maturités, mais si on a besoin d'avoir des degrés un petit peu plus marqués, en fait, on a cette possibilité-là aussi. Donc voilà, là, vraiment, la chance qu'on a dans notre coin, c'est d'avoir la possibilité de faire des vins différents, de qualité. On retrouve un peu... finalement, c'est un peu le secret de notre réussite, c'est un peu ça en fait. Voilà. Alors vous le disiez tout à l'heure, vous avez engagé depuis quelques années des investissements assez importants sur la modernisation de l'exploitation, avec notamment une cave dernier cri. La vente au domaine, la visite des clients au domaine, c'est quelque chose qui est important pour le domaine de Cambaret ? Ah oui, absolument. Donc nous, on a toujours été attachés à la vente directe. Donc c'est quelque chose qu'on a mis en place il y a déjà pas mal d'années. Donc on a quand même préféré, plutôt que de faire venir les gens sur l'exploitation, dans un premier temps, on avait préféré aller plutôt... on avait le caveau de vente, nous, à Garéoul, en plein milieu du village. Donc ça, c'était une particularité aussi.
Ensuite, on a délocalisé depuis 3 ans notre magasin à Roquebaron, dans la petite zone artisanale pour le coup. Voilà, mais la vente directe a toujours été une priorité chez nous, donc ça, les gens peuvent le comprendre par rapport au prix que nous pratiquons en direct, tout ça. Donc ça, voilà, on a toujours préféré favoriser cette clientèle-là. Voilà, donc les gens n'hésitent pas à venir à notre rencontre, n'hésitent pas à nous poser des questions, bien entendu. Et si éventuellement ils sont un petit peu plus curieux, bien entendu, on a la possibilité de les faire venir sur l'exploitation, de leur faire visiter le vignoble, de leur faire le tour de la cave. Voilà, donc ça, c'est vraiment sans aucun problème. Oui, vous êtes toujours partant pour ouvrir les portes du domaine, montrer les réalités de travail, ce que ça veut dire que de faire du vin. Oui, tout à fait. Très important d'expliquer aux gens notre travail, la manière dont on le fait, et puis c'est comme ça que les gens se rendent compte aussi de l'ampleur du travail et des efforts que ça demande. Parce que voilà, quand on voit une bouteille de vin, on ne se dit pas derrière tout ce qu'il pourrait avoir. Donc il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à voir et à maîtriser pour le coup que voilà, c'est intéressant aussi d'accueillir les gens sur place pour de la pédagogie et expliquer comment on travaille. Et cette démarche, elle continue ici, à la foire de Brignoles. Vous êtes là depuis une semaine, depuis 8 jours. Tout à fait. Tout à fait, donc au village des producteurs, donc là où ma maman s'occupe de ça. Donc on a bien entendu les vins en présentation, et en parallèle, voilà, on fait aussi des produits d'artisanat. Ça, c'est ma petite sœur qui s'en occupe. Donc voilà, on l'a reçu il y a quelques jours. Tout à fait, on produit des tapenades, des enchoyades avec des produits locaux. Voilà, on essaie de mettre en avant effectivement tout ce que nous pouvons faire sur l'exploitation. Et au-delà de la vente directe, au particulier, vous travaillez aussi avec la restauration, Oui, tout à fait. Alors nous, on met en marché, on s'occupe effectivement de la mise en marché de la totalité de nos vins. Nous, on travaille, on fait essentiellement de la bouteille, donc grosso modo, ça représente entre 150 et 200 000 bouteilles par an. Donc on a plusieurs réseaux de distribution, donc on fait de la vente directe comme on a dit, on fait de la grande distribution, on fait de l'export, on fait de la restauration effectivement. Donc voilà, on essaye un petit peu d'être présent sur tous les marchés. Voilà, c'est en tout cas la possibilité qu'on nous offre aujourd'hui, donc on en profite et voilà, on marque le terrain. L'export, on peut les retrouver où en directement pour le coup, je ne voyage pas et j'ai pas trop de temps pour ça, mais finalement le premier marché à export, c'est les États-Unis. Donc voilà, en fonction des années, en fonction des arrangements entre les pays, ça marche plus ou moins bien. Mais pour le coup, voilà, donc essentiellement les États-Unis, effectivement, ce qui nous concerne, quoi. D'accord. Comment on fait pour exporter aux États-Unis? Ouais, alors pour le coup, voilà, j'ai tout à fait des agents, des intermédiaires, surtout qui s'occupent de tout, parce qu'effectivement, on peut être au four et au moulin, c'est très compliqué, hein. Encore peut-être bien plus en viticulture. Donc voilà, donc moi je travaille avec des intermédiaires qui s'occupent absolument de tout. Donc les vins partent bien entendu de chez nous conditionnés, et ensuite tout ce qui est logistique, démarches administratives, tout ça, je laisse faire les professionnels. Et donc j'imagine que quand on travaille avec les États-Unis, on s'occupe de la taille, on s'occupe de préparer son vin, mais on regarde aussi l'actualité géopolitique. Ah, absolument, et puis les tout à fait. Et souvent, les... finalement, ces derniers temps, c'est ce qui nous a peut-être porté un petit peu préjudice. Donc le fin de mandat de M. Trump était un petit peu, tout à fait, était un petit peu délicat pour nous à gérer. Bon, finalement, tout est rentré dans l'ordre, quoi. Et, puisque finalement, les Américains sont friands de nos produits, donc il suffit juste de se mettre autour d'une table et d'en discuter et finalement de trouver un compromis. Et je pense que c'est ce qui a été fait. Voilà, tant mieux pour nous, tant mieux pour eux et tant mieux pour nous. Donc les États-Unis, premier client à l'export, et en Europe aussi. Ouais, en Europe plutôt limité. Donc après tout dépend un petit peu des opportunités qui s'offrent à nous. Finalement, après, si on parle de manière un petit peu plus globale, effectivement, au niveau des vins de Provence, de manière générale, oui. Alors le marché anglais aussi fonctionne très bien, les pays de l'Est aussi marchent très bien. Donc voilà. Alors c'est vrai qu'on a connu 2 ans un petit peu délicats avec la crise Covid, la crise sanitaire. Bon voilà, tout est en train apparemment de se remettre en ordre, quoi. Et voilà, en tout cas, le millésime vaudra la peine d'être connu même au-delà de nos frontières, puisque finalement on a eu une année plutôt délicate à gérer, plutôt tardive, assez longue les vendanges cette année, mais finalement la qualité est au rendez-vous, donc à mon avis le résultat vaudra la peine. D'accord, on est impatient de découvrir les promesses de ce millésime 2021. Et en attendant, aujourd'hui et demain, on vous retrouve encore sur le village des producteurs. Tout à fait. Merci Sébastien Truc d'être venu nous présenter le domaine du Cambaret. Bonne journée et belle foire à vous, belle fin de foire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.